une de l'actualité ce soir, vainqueur du maillot jaune au Tour cycliste international du Faso 2016, les étalons cyclistes viennent d'être reçus ce mercredi au palais de Kosiam. Le président du Faso les a félicités. Je tenais à dire qu'ils ont défendu avec beaucoup de fierté et de dignité le Burkina Faso, a déclaré ce matin Roch-Marc Christian Kaboré. Et puis Donald Trump, élu président des États-Unis, au terme d'un suspense insoutenable, le candidat républicain est désormais le président des États-Unis. Au Burkina, les politiques saluent l'élection de Trump sans pour autant cacher leurs inquiétudes quant à l'avenir des relations de l'Afrique avec les États-Unis. Réaction à suivre dans cette édition. Et puis au Maroc, la COP22 se poursuit. Le Burkina, présent à cette rencontre internationale sur l'avenir de la planète, entend défendre ses positions pour la prise en compte de ses intérêts, notamment sur le financement de la résilience au changement climatique. C'est ce que nous expliquera notre envoyé spécial à Marrakech, Pascal Canet. Ce sont là les titres de votre journal de 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Pour ouvrir donc ce journal, direction Kosiam, le système des Nations Unies au Burkina renouvelle son engagement aux côtés du pays. Son premier responsable est allé le signifier ce matin au président du Faso. Il s'agit pour les organes des Nations Unies d'accompagner le Burkina dans la consolidation de ses institutions et de son développement. Compte rendu Suleiman Sanou, Lassina Sawadougou. 3 messages des membres du système des Nations Unies à Roch-Marc Christian Kaboré. De l'appui pour consolider la paix dans notre pays. Le Burkina est le deuxième pays au monde après le Sri Lanka à bénéficier de ce soutien. Le Burkina Faso aujourd'hui est le pays qui, au sein du système des Nations Unies, à travers une résolution qui a été prise par le Conseil de sécurité, aussi bien que par l'Assemblée générale, qui va bénéficier de ce qu'on appelle un appui pour maintenir la durabilité de la paix. Les différentes structures veulent être en amont du développement à la base de nos populations. Maintenant que le pays a adopté son plan référentiel, le PNDS, le système des Nations Unies, en apportant cet appui de durabilité dans la paix, va s'aligner autour de PNDS. Le premier axe de PNDS est important pour ce genre de durabilité dans la paix, mais il y a aussi des projets qui vont être structurants, qui vont permettre à la population de la base d'avoir accès aux moyens de subsistance. Le président du Faso a exposé son plan de développement du pays à travers le PNDS qui devra bénéficier d'un soutien conséquent lors de la conférence de bailleurs de fonds à Paris. Étant donné que tout ce qui dit appui, il faut un financement. Le système aujourd'hui, à travers le PNUD, est en train d'appuyer les préparatifs en cours pour la préparation de la conférence de bailleurs de fonds et des partenaires à Paris. Le système va continuer à travers les autres instruments à appuyer tous les autres axes. Une visite pleine de promesses qui sera scrutée avec beaucoup d'intérêt. Toujours à Kosiam, le président du Faso reçoit les étalons cyclistes. Roch-Marc Christian Kaboré a tenu à les rendre un hommage mérité après leur performance au Tour international cycliste du Faso 2016. Suleiman Sanou et Lassina Sawadgo, toujours pour le compte-rendu. Roch-Marc Christian Kaboré déroule le tapis rouge aux étalons cyclistes du Tour international du Faso 2016. Après avoir avalé plus de 1300 km de route, Harouna Il-Boudo ce matin remet son maillot jaune au président du Faso. Autour du chef de l'État, les différents acteurs ont fait le point de la compétition au premier des Burkinabés. Une performance saluée par le locataire de Kosiam. Je tenais donc à dire qu'ils ont défendu avec beaucoup de fierté et de dignité le Burkina Faso. Donc il était normal qu'en tant que président du Faso, je puisse leur dire que la nation leur est reconnaissante, en tout cas de cette victoire. Et leur dire également que nous prendrons toutes les dispositions, autant que cela est possible, en fonction de nos moyens, pour faire en sorte que également nos cyclistes aient les moyens de pouvoir assurer leur performance aussi bien à l'interne qu'à l'international lorsqu'ils participent à d'autres compétitions en Afrique ou partout ailleurs dans le monde. Un honneur pour les forçats de la route et leurs responsables. Le président nous a reçus
le président nous a donné des encouragements, nous a aussi rassurés par rapport en tout cas aux projections et à l'avenir du cyclisme burkinabé. C'est ce que nous pouvons retenir. Et je sors de cette audience-là réellement très ragaillardie parce qu'il y a beaucoup au cours de cet petit échange, j'ai vu l'intéressement en tout cas à appuyer le cyclisme burkinabé. Vous voyez dans le bouche des gens, c'est le sourire qui est là. Donc ça veut dire que les gens sont très contents d'avoir été reçus par le président du Faso et encouragés. C'est quelque chose d'exceptionnel. Voilà, nous sommes réellement touchés par ce geste. Les étalons cyclistes sont répartis du palais de Kosiam avec une enveloppe de 20 millions de francs CFA. L'ambassadeur du Danemark au Burkina a été reçu ce matin en audience par le président de l'Assemblée nationale. À sa sortie d'audience, la diplomate danoise dit être venue parler de coopération entre son pays et le Burkina Faso. On l'écoute. Nous avons un soutien avec un pays programme pour le Burkina Faso qui est de 67 milliards de francs CFA de 2016 à 2020. Et en fait, le président a voulu nous remercier de ce soutien. C'est quelqu'un que le Danemark connaît très bien, comme on était toujours dans le secteur agriculture et l'eau, et comme il était avant ministre de l'Agriculture et l'eau, on se connaît très bien et nous avons une très bonne collaboration avec les deux ministères. Et aussi, on fait la bonne gouvernance et on fait aussi un peu d'appui budgétaire sectoriel dans l'eau, mais appui budgétaire général aussi. Ce sont les trois secteurs, l'eau, agriculture et bonne gouvernance, plus appui budgétaire. Dans l'actualité ce soir, Donald Trump élu 45e président des États-Unis. Stupéfaction à travers le monde. Au terme d'un suspense insoutenable, le candidat républicain est désormais le président des États-Unis. It is my high honor and distinct privilege to introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. Une victoire surprise mais sans appel. Introduit par son colistier, le très conservateur Mike Pence, Donald Trump a prononcé à New York son premier discours de président élu. Le ton s'est voulu rassembleur. Je promets à chaque citoyen que je serai le président de tous les Américains. Et c'est très important pour moi. Pour ceux qui ont choisi de ne pas me soutenir dans le passé, et il y en avait quelques-uns, je fais appel à vos conseils et à votre aide de manière à ce que nous travaillions ensemble pour unir notre grand pays. Le milliardaire de 70 ans, sans expérience politique, a promis de rendre à l'Amérique sa grandeur, selon son slogan de campagne. Il a annoncé des réformes, notamment au niveau économique. J'ai passé toute ma vie dans les affaires, à scruter le potentiel inexploité des projets et des gens à travers le monde. C'est ce que je veux faire aujourd'hui pour notre pays. Nous avons un grand plan économique. Nous allons doubler notre croissance et avoir l'économie la plus forte du monde. Et dans le même temps, nous allons nous entendre avec tous les autres pays qui voudront s'entendre avec nous. Donald Trump sera investi le 20 janvier prochain. Pour mettre en œuvre son programme, il bénéficiera en outre d'une majorité républicaine au Congrès. Un scrutin législatif se tenait en parallèle et le parti a assuré son emprise à la fois sur la Chambre des représentants et sur le Sénat. Déception chez les démocrates et satisfaction dans le camp républicain, une victoire vécue comme celle de la démocratie. Évidemment, dans le camp Donald Trump, c'est l'euphorie. Première réaction à chaud recueillie par nos envoyés spéciaux à New York. C'est génial, c'est la victoire qu'on attendait depuis longtemps. Et heureusement, c'est un gouvernement qui va changer les choses. Fini ce gouvernement corrompu. Oui, je m'attendais à ça hier. Si vous voyez les élections en Europe, comme le Brexit, tous ceux qui n'ont pas compris ça,
Les médias ici n'avaient clairement aucune idée de ce qu'ils disaient. Mais tous ceux qui ont vu les élections en Europe et dans le reste du monde savaient que la population n'est pas pour un statu quo. Et Hillary Clinton n'était pas la bonne candidate de l'autre bord. C'est une très mauvaise candidate. Oui, on s'attendait à ça. On était dans le centre d'appel dans la Trump Tower cette dernière année. On a passé des milliers d'appels téléphoniques et la nation voulait un changement. Il est la quintessence de l'Amérique, entrepreneur, en dehors des sentiers battus. Il fait ce que les gens pensent impossible. C'est ce que l'Amérique fait de mieux. Il était temps, cela fait 8 ans que les États-Unis sont la risée de tous. Avec le président philippin qui insulte Obama, la Chine qui s'empare de nos entreprises, l'industrie du charbon qui a été détruite. Rendre sa grandeur à l'Amérique, ça dit tout. À Ouagadougou, la nuit électorale américaine a été vécue avec beaucoup d'intérêt par les Américains du Burkina, mais aussi les amis des États-Unis. Ils ont choisi comme quartier général l'ambassade des États-Unis au Burkina. Ambiance avec Siedi Larien et Oumar Zombri. La nuit électorale américaine commence par un vote. Une simulation pour choisir entre Donald Trump et Hillary Clinton, à laquelle prennent part les invités et employés de l'ambassade américaine du Burkina Faso. Quant au vrai vote, les Américains résidant au Burkina Faso l'ont déjà effectué. Je viens de l'État du Colorado et nous avons le choix de voter en avant par email. Donc j'ai voté il y a quelques semaines. Colorado, ils ont dit c'est la couleur violette. C'est-à-dire quelquefois c'est rouge et quelquefois c'est bleu. Cette élection qui se déroule à des milliers de kilomètres du Burkina Faso intéresse plus d'un. La politique américaine, même nationale, la politique étrangère impacte les relations internationales. Et les relations internationales comprennent le financement international, la lutte contre la criminalité transnationale comme le terrorisme, l'appui aussi à nos États dans certains programmes, vous avez vu les MCA, voilà, l'assistance militaire américaine. Tout ça dépend de l'orientation du président. Le dépouillement des élections américaines est suivi ici en direct et les résultats tombent au compte-gouttes, État par État. Vers 3 h du matin, la simulation livre enfin ses résultats et donne Hillary Clinton pour vainqueur avec plus d'une centaine de voix contre seulement 16 pour Trump. Mais contre toute attente, c'est Donald Trump qui est réellement porté à la tête des États-Unis en remportant la majorité des 270 voix des grands électeurs. Il devient ainsi le 45e président des États-Unis d'Amérique. Les réactions politiques au Burkina ne se font pas attendre. Les partis politiques saluent tous l'élection de Donald Trump. Ils sont cependant inquiets quant à l'avenir des relations des États-Unis avec l'Afrique. Draman Guéné, Zalissa Sanfo et Paul-David Bambara se sont intéressés aux réactions politiques dans notre pays. Donald Trump, président des États-Unis, et surprise générale chez les leaders des partis politiques que nous avons pu rencontrer ce matin. Personne ne s'y attendait. L'UPC est comme ailleurs et c'est vu que comme un séisme politique. Mais ce séisme va-t-il ravager les relations internationales, en particulier celles de l'Afrique? À l'UNIR-PS, c'est oui, si l'on s'en tient aux promesses électorales. Tout ce qui a été dit comme politique, comme vision, si ça doit se faire, ça peut avoir un danger. Dans la politique économique, quand vous parlez de protectionnisme, ça veut dire que c'est protéger, quand on parle de libéralisme, l'ouverture, et que vous vous disiez que non, vous allez protéger plus vos sociétés, alors que déjà, nous disons que les subventions américaines faites aux agriculteurs américains, déjà bien biaisées, et le commerce international, et que lui, il veut renforcer cela, il y a un danger. Deuxièmement, quand on parle de nationalisme, cela veut dire qu'il n'a rien à voir avec les intérêts des autres peuples, c'est surtout les intérêts du peuple américain qui l'intéressent. Ça, c'est à voir. Deuxièmement, quand vous parlez un peu de la politique internationale sur l'environnement, vous avez vu qu'il disait même qu'il n'allait pas reconnaître les résultats de la COP 22. À l'UPC et au MPP, on prône le wait and see. Attendons de voir, car pour eux, les promesses électorales peuvent toujours différer de la réalité.
Il n'y a pas de raison que les pays africains soient particulièrement donc inquiets ou effrayés. De toutes les façons, il est élu pour régler des problèmes aux États-Unis. Certes, c'est un pays de puissance économique et militaire, mais je pense que les fondamentaux vont rester en place. Le plus important, comme le disait le président Obama, c'est que quand on a des institutions fortes, les hommes ont très peu d'emprise sur les institutions quand elles sont fortes. Et quand on regarde aux États-Unis, je ne pense pas que ces propos discourtois ou ces propos souvent choquants vont donc irriter les institutions américaines au point que celles-ci se comportent comme ils le pensent. Nous n'avons pas de crainte particulière pour une seule raison. Vous savez que quand on regarde au niveau de la politique internationale, quels que soient les démocrates ou les républicains, la politique des États-Unis est toujours constante à quelques variables près. C'est vrai qu'il contrôle toutes les chambres, mais il ne pourra pas faire tout ce qu'il veut. Et parce que c'est une démocratie achevée, donc nous disons que les Africains ne doivent pas attendre grand chose de ce président, parce qu'il était élu avant tout pour faire l'affaire des peuples américains. En dépit de toutes ces analyses, tous dirent prendre acte du choix du peuple américain et félicitent le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Autre titre dans cette édition, la conférence des Nations Unies sur le climat, dite COP22, s'est ouverte lundi à Marrakech au Maroc. Enjeu se mettre d'accord sur les règles d'application de l'accord de Paris signé en 2015. Le Burkina Faso, qui participe à cette rencontre internationale sur l'avenir de la planète, avec pour objectif d'obtenir la prise en compte de ses intérêts, notamment sur le financement de la résilience au changement climatique. Explication sur place à Marrakech, Pascal Canet. Marrakech, ville touristique du Maroc, veut mieux faire, sinon autant que les villes précédentes pour l'environnement. L'enjeu principal de cette COP22 est la mise en œuvre effective de l'accord de Paris signé par les grandes puissances, les plus grands pollueurs de la planète. C'est en victime, comme la plupart des pays africains, que la délégation burkinabé arrive à cette conférence des partis sur le climat pour défendre ses positions. C'est de travailler à ce que l'élévation des températures n'atteigne pas les 2 degrés Celsius. Et ça, beaucoup de pays insulaires auront des soucis. Et encore plus des pays sahéliens comme le Burkina Faso, et plus précisément pour ce qui concerne les ressources en eau. Pour ce faire, la délégation burkinabé présentera ses priorités ce mercredi au cours d'un panel à ses partenaires. L'autre question qui fera débat à Marrakech est le financement. Il y a eu certes une avancée notable à la 21e conférence des partis sur le climat, mais l'accord ne prévoit pas le mode de financement, encore moins celui qui supporterait la facture. Pour la délégation burkinabé, il va falloir trancher la question. Pour nous, un traité avec un certain nombre d'articles de mise en œuvre, sans des moyens de mise en œuvre, c'est problématique pour nous. Ces questions-là sont également à débat. C'est dans ce village créé de toutes pièces que le monde discute de son avenir. Un monde en danger si rien n'est fait pour réduire les émissions de CO2. Les délégations ont donc intérêt à s'entendre pour protéger la maison commune. Le Burkina Faso, déjà victime des changements climatiques, est là pour jouer sa partition dans ce débat international. Pascal Canet, sur place à Marrakech. La réduction du risque de catastrophe permet cette nécessaire adaptation au changement climatique et renforce la résilience de la population. Le CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, en est conscient et ce 8 novembre, il a invité différents acteurs à une conférence publique sur le thème « Vivre pour raconter ». Compte rendu Oumou Cissé, Siedi Larien. Au compte de l'année 2016, les catastrophes naturelles ont touché plus de 50 000 personnes au Burkina Faso, selon le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR. Et pour renforcer les capacités des acteurs humanitaires dans la planification et la réduction de risques de catastrophes, cette conférence publique est organisée pour leur permettre de s'approprier le plan d'action national 2016-2020. L'expérience a montré que nous sommes le plus souvent dans l'action et non dans la prévention. Alors que, comme on a coutume de le dire, prévenir, c'est guérir. Lorsque nous menons des actions de prévention, nous minimisons les risques en termes de catastrophes. Le plan d'action national pour le renforcement des capacités, la réduction des risques et la préparation à la réponse aux urgences 2016-2020 s'inspire du cadre d'action de Sendai des Nations Unies. Le cadre d'action de Sendai, c'est pour mettre l'accent sur la prévention,
la préparation et la gestion des catastrophes. De sorte que, à l'issue des catastrophes, c'est vrai qu'il y a certaines catastrophes qu'on ne peut pas éviter, mais que les risques, surtout en termes de perte en vies humaines, soient vraiment minimisés. En rappel au discours du secrétaire général de l'ONU, il est ressorti qu'en cas de catastrophe, le matériel, on peut le remplacer, mais la vie humaine est irremplaçable. Cette conférence se tient en différé en marge de la Journée internationale de la prévention des catastrophes, célébrée chaque 13 octobre. Le thème de la journée 2016 est « Vivre pour raconter ». La malnutrition peut causer des torts au développement de l'Afrique. Il faut donc l'éliminer d'ici à l'horizon 2030. C'est la conviction d'un groupe régional pour la nutrition en Afrique de l'Ouest qui vient de lancer le rapport mondial sur la nutrition ce 9 novembre à Ouagadougou. Le document comporte les pratiques réussies dans la stratégie contre la malnutrition. Des détails avec Mounira Kéré et Isaka Ouedraogo. Le rapport sur la nutrition mondiale paraît depuis plusieurs années au niveau mondial. Il présente la situation de la malnutrition à travers le monde. Le présent atelier, qui réunit des représentants des gouvernements des pays de l'Afrique francophone, des représentants régionaux des systèmes des Nations Unies et d'autres partenaires, sert de cadre pour lancer le rapport en Afrique de l'Ouest. On est vraiment ravis de faire résonner ce rapport et ses conclusions pour la sous-région, parce qu'on pense que c'est très important de retenir les messages qui sont dans le rapport, c'est-à-dire beaucoup d'engagements qui sont déjà existants, et c'est-à-dire des recommandations pour les États et pour les gouvernements pour lutter contre la malnutrition. La malnutrition touche une personne sur deux à travers le monde et réduit de 11% chaque année le PIB des pays africains et asiatiques selon le rapport. Et au regard de ces chiffres, il est attendu des décideurs politiques la mise en œuvre de leurs engagements à travers des actions concrètes. Au niveau du Burkina Faso, les choses commencent à prendre forme parce que vous voyez que depuis avril 2016, on a commencé à mettre en place une politique de gratuité de soins. Et donc, nous sommes donc dans le déploiement de cette politique-là. Et nous savons qu'avec l'accompagnement donc de nos partenaires et aussi avec la volonté affichée donc du gouvernement pour aller de l'avant, nous pourrons donc engranger de grands résultats et de grands acquis pour ce qui concerne donc la nutrition pour une couverture nutritionnelle de qualité de notre pays. Le rapport sur la nutrition mondiale est l'œuvre d'une quarantaine d'organisations nationales et internationales engagées dans la lutte contre la malnutrition. Les marchés publics au Burkina ne respectent pas les normes de l'UEMOA dans leurs procédures. C'est la principale conclusion du rapport de l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique, remis ce lundi 7 novembre au Premier ministre Paul Kaba Thieba. Ce matin, face à la presse, les premiers responsables de l'ARCOP ont expliqué le contenu de leur rapport. C'était en présence de Ibrahim Sombier et de Nathalie Sawadogo. Environ 195 milliards de francs CFA pour 501 procédures lancées. C'est le volume total des marchés conclus en 2015 par la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers, ainsi que des ministères et institutions. C'est ce qui ressort du rapport d'activité 2015 de l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique. Des marchés par type de procédure indiquent une proportion des procédures par entente directe de 19,36% en volume et 27,65% en valeur. Ce taux, bien entendu, est largement supérieur à la norme fixée par l'UEMOA qui est de 5%. En plus de sa mission de régulation, l'ARCOP est chargé de la discipline et du règlement non juridictionnel des litiges en matière de commande publique. Il ressort des activités de règlement des différends de la commande publique que 524 affaires ont été traitées au cours de 54 sessions de l'ORAT. 488 actes ont été pris en 2015. Sur le total de 524 affaires traitées, 430 concernent des plaintes de soumissionnaires avec une proportion de 34% jugées fondées à l'issue de l'examen par l'ORAT. En la matière, 2 entreprises ont été exclues temporairement de la commande publique en 2015 pour motif de falsification de documents administratifs. En outre, l'ARCOP recommande entre autres au gouvernement
de mettre en œuvre la diligence nécessaire pour la mise en œuvre du système informatisé des marchés publics et la lutte contre la fraude et le faux dans les marchés publics. Des députés burkinabés reçoivent des informations sur l'apatridie. L'apatridie fait référence au cas d'un individu qu'aucun pays ou État ne considère comme son ressortissant. Une convention internationale existe depuis 1954 et vise à assurer que les apatrides puissent exercer un minimum de droits fondamentaux. Les échanges de Ouagadougou visent donc à rallier les parlementaires burkinabés à la cause pour l'éradication de l'apatridie. Christine Koulibaly, Paul David Bambara. 750 000, c'est l'estimation des cas d'apatridie, c'est-à-dire des personnes n'ayant aucune nationalité en Afrique de l'Ouest. Si au Burkina Faso, des chiffres exacts n'existent pas pour l'heure, faute de recensement, les facteurs favorisants, eux, sont inquiétants. Les personnes se trouvant le long de frontières, avec les démarcations entre les frontières du Burkina et du Niger, du Burkina et du Bénin, tout ça, ce sont des personnes à risque d'apatridie. Il y a beaucoup d'enfants de la rue qui ont des difficultés à prouver le lien de famille, avoir des actes de naissance. Alors sans acte de naissance, c'est très difficile de prouver la nationalité. Et les députés sont appelés à jouer leur partition dans l'éradication de l'apatridie en contribuant à corriger les défaillances législatives, mais aussi en servant de relais auprès des populations. Les principales causes de l'apatridie, ce sont les défaillances législatives. Alors que les parlementaires étant les représentants du peuple, les législateurs, c'est très important qu'ils soient impliqués dans cette campagne. On ne pourra pas réussir sans leur implication. Deuxièmement, ces parlementaires sont très proches de la population qui, dans la plupart des cas, n'ont pas de documents. Cette formation qui regroupe les députés membres de la Commission Affaires étrangères et des représentants d'autres commissions est la première d'une série pour permettre à la représentation nationale de mieux cerner la question de l'apatridie. Comment travailler à lever les restrictions à l'emploi des femmes fondées sur le sexe? La Banque mondiale vient de produire un rapport pour promouvoir la loi et les perspectives économiques des femmes. Solange Guigma. 90% des économies étudiées en Afrique de l'Ouest et du Centre ont au moins une loi qui entrave la capacité des femmes à poursuivre des opportunités économiques. C'est ce qui ressort du rapport intitulé « Les femmes, l'entreprise et le droit 2016 » de la Banque mondiale. Quatrième du genre, ce rapport met en lumière les obstacles juridiques au travail et à l'entrepreneuriat féminin. Pourquoi la Banque mondiale s'est préoccupée de ces questions? C'est que faire le choix de l'égalité est le choix juste, mais aussi que c'est le choix intelligent pour qui se préoccupe de la croissance économique du pays. Il se trouve que l'inégalité a un coût élevé, en particulier un coût économique. 164 différences de traitement juridique entre hommes et femmes ont été constatées dans les 21 économies étudiées. Le Burkina est vraiment en réalité en avant-garde même sur beaucoup des lois en matière du genre. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, mais en matière légale, il n'y a pas beaucoup d'entraves. Alors qu'est-ce que la Banque mondiale fait pour ce genre de situation? Le code qui s'applique à la restriction, nous aidons le pays à travailler ce code-là et à le moderniser. Cette conférence de presse donne donc un avant-goût du contenu de ce quatrième rapport qui fera l'objet d'un atelier qui réunira 10 pays d'Afrique du 10 au 11 novembre prochain à Ouagadougou en vue de sa vulgarisation. On referme ce journal avec la revue de presse de Abdul Rasmane Zongo. Fini le suspense à la présidentielle américaine alors que l'Obs s'interrogeait, continuité au grand saut dans l'inconnu. Eh bien, chers confrères, cet inconnu est déjà connu car l'imprévisible Donald Trump sort vainqueur. Il déjoue quasiment les sondages et pronostics, dont le pronostic du journal Aujourd'hui au Faso, qui titrait « Hillary Clinton is almost there », elle y est presque à la Maison-Blanche. Non, chers journalistes, elle n'y sera pas, ainsi en a décidé le peuple américain. Les éditions Le Pays se demandaient plutôt
bien avant les résultats définitifs et d'ailleurs, quel que soit l'issue, si le nouveau président fera-t-il mieux qu'Obama et Bush pour l'Afrique? Le continent, répond aussitôt le journal, n'a rien à attendre du nouveau président. Explication. Pour le pays, si l'Afrique n'a rien eu avec un noir à la Maison-Blanche, que peut-elle attendre des Blancs qui ont été élus pour répondre aux aspirations de leurs compatriotes? Connaissant les résultats, contextualisons les choses maintenant avec les éditions Le Pays. L'Afrique n'a rien à attendre du nouveau président Donald Trump, mais plutôt doit travailler pour se hisser au niveau des autres nations dans la dignité. Autre élection, cette fois-ci en sport, la candidature de Amadou Traoré reste invalidée. C'est le verdict de la commission d'appel et des litiges de la Fédération burkinabé de football. Mais les avocats du recalé n'en demeurent pas moins et comptent saisir le TAS, le tribunal arbitral sportif. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.